C'est grillé. Merci. Ça s'était vu que c'était du playback? Ouais, voilà. Ah non, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Ah merde. Du coup, j'avais l'air d'un con avec ma guitare. En plus, avant j'étais le roi. Pas du playback en général, mais de la triche. Et là, non, faut que je me fasse une raison, j'y arrive plus. J'aurais dû m'en douter, ça fait quelques années que je m'aperçois que j'ai de plus en plus de mal à faire ce genre de truc. Et puis non, j'ai voulu tenter encore ce soir. Ça fait quelques années et ça correspond à peu près, quand j'y réfléchis bien, à mon entrée dans le monde du travail. Depuis que je travaille, j'arrive plus à tricher, je m'en aperçois petit à petit. Alors que toute ma jeunesse, j'ai été triché. Et là, ça marche encore. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le monde du travail, enfin, dans mon monde du travail, c'est pas les tricheurs qui manquent. Je suis professionnel de santé, ma sœur kinésithérapeute, kiné, et voilà, je peux plus tricher. J'ai ouvert mon cabinet il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, c'était en 2009. J'ai fait le choix d'exercer en libéral, parce que voilà, les projets de vie faisaient que j'avais envie d'être mon propre patron. Je me disais que en libéral, j'allais être libre de pouvoir faire mes propres horaires, de pouvoir me préserver un petit peu de temps pour moi, pour mes loisirs, pour ma famille que j'étais en train de construire, pour apprendre à jouer de la guitare. Et en fait, avec un peu de recul, je me rends compte que je suis surtout libre de passer toutes mes journées au cabinet. Enfin, au cabinet de kinésithérapie. Et ce qui m'embête, c'est quand je regarde autour de moi tous mes collègues, amis, kinés, c'est que j'ai l'impression que eux, ils ont du temps ou de l'argent. Enfin, assez d'argent pour se payer du temps, en tout cas. Pourtant, on a le même boulot et on n'a pas le même style de vie. Et ça me fait me questionner vraiment sur mon avenir professionnel. Je prends un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on était à un dîner, on parlait un petit peu, vacances, tout ça. Il y en a un qui commence à dire oh là là, j'arrive de 2 semaines à La Réunion, on a eu un temps magnifique, c'était vraiment superbe. Okay, l'autre qui surenchérit. Ouais, il y a 3 mois, j'ai passé 1 mois en Amérique du Sud, on a vu des décors exceptionnels, tu devrais y aller. Et puis un troisième qui dit ouais, mais moi je suis en train de préparer un voyage de 6 mois en Asie, avec les petits cocos. Moi je disais rien. L'été dernier, je suis parti 15 jours dans le Limousin, avec un âne. Enfin, avec ma femme et ma fille, mais avec un âne pour porter nos bagages. Et j'ai pas eu très envie de leur raconter, je trouvais que ça faisait pas assez exotique en fait. Et donc c'est ça qui me fait me poser des questions, c'est cette différence un petit peu entre nous. Alors, j'ai essayé d'y penser, d'y réfléchir, de trouver les raisons. Il peut y en avoir plusieurs. Quand on ouvre un cabinet, il faut un petit peu de temps pour que ça se lance, pour que le bouche à oreille se fasse, pour que les gens viennent. Bon, ça fait 3 ans quand même maintenant, j'ai mon agenda bien rempli, donc non, c'est peut-être pas ça. J'ai peut-être quelques problèmes avec les à côté, je dirais, de ma profession, parce que quand on ouvre un cabinet, faut aussi être secrétaire, il faut aussi être comptable, faire le ménage, enfin, peut-être que j'ai eu du mal un petit peu à gérer tout ça. J'ai eu aussi quelques démêlés avec les administrations, donc peut-être que je me suis dit c'est peut-être un petit peu tout ça qui fait que on n'a pas le même style de vie entre eux et moi. Et finalement, la vraie raison, c'est un de mes patients qui me l'a donné. C'était un monsieur, un chef d'entreprise très sympa, il y en a, et qui venait pour que je lui soigne son genou. Puis on commence à discuter et tout ça, et puis il me dit ouais, mais vous êtes un kiné libéral de gauche. Ah, première nouvelle, alors, je savais pas qu'on pouvait avoir une pratique politique de sa profession, donc j'ai été surpris, et puis je savais pas que ça existait, des kinés libéraux de gauche. Et je dis développez, essayez de m'expliquer. Il me dit oui,
vous exploitez pas assez votre potentielle rentabilité, vous avez un cabinet qui est trop petit, vous n'utilisez pas toutes les machines là, que les autres kinés peuvent avoir, et puis vous passez trop de temps avec vos patients. C'est donc ça. Je passe trop de temps avec mes patients, du coup, Limousin, Anne. Pourquoi pas. Je suis pas le seul qui est aujourd'hui de gauche. C'est-à-dire j'en connais deux. Voilà, je suis pas un pharmacien. Et en plus, j'ai pas toujours été comme ça. Enfin, je veux dire de gauche. Moi, en 2002, j'ai voté Chirac, par exemple. Allez, vous allez me dire comme 83% des gens. Ah, moi, j'ai voté 2 fois. Et j'ai gagné. Bon, j'ai fait du chemin depuis. Et puis à l'époque, c'était culture politique zéro. Quoi. Vraiment, culture zéro. Dire la politique, pour moi, ça se résumait avec Étienne Mitterrand. Ça, c'est très drôle quand on était gamin. Chirac, c'était les guignols de l'info. Enfin, et on avait dû me dire, bah, tu serais trop con si tu fais kiné de voter à gauche. Ah, je vais voter Chirac. Les autres. Et j'ai fait du chemin depuis. Vraiment. Et finalement, je m'aperçois que plus je travaille, plus je suis dans ma profession et plus je me gauchise. Contrairement à un vieux dicton qu'on avait dû me dire à l'époque, je me souviens, ça disait si tu votes à droite avant 20 ans, c'est que t'as pas de cœur. Si tu votes à gauche après 20 ans, c'est que t'as pas de tête. Voilà, c'est moi. C'est mon parcours. Et c'est un petit peu cette évolution-là que j'aimerais vous raconter un petit peu ce soir. Mon éveil politique et éthique au sein du monde merveilleux de la santé. Donc je suis venu avec une guitare, j'ai voulu commencer avec la guitare, parce que je suis passé à ça, de faire une carrière musicale. Il aurait juste fallu que je sache jouer, quoi. Mais je suis vraiment passé à ça de faire carrière parce que je suis né dans une famille de musiciens. Toute la famille du côté de mon père presque vivent de la musique. Mon père est chanteur, mes oncles et tantes sont musiciens, mes cousins sont guitaristes. Et comme dans toute famille, il y a une brebis galeuse, c'était moi. J'avais pas de bol, j'ai été doué à l'école. Et donc, on m'a clairement fait sentir, quand j'étais gamin, qu'à choisir entre la musique et les études, fallait que je fasse des études, quoi. Ma mère, en fait, je sais maintenant avec un peu de recul qu'elle a beaucoup de regrets sur son enfance, sur ses études. Elle aurait bien aimé faire des études, elle a été jusqu'au bac, et à cette époque-là, avoir le bac, c'était bien gentil, mais ça rapportait pas d'argent, donc son père, mon grand-père, lui avait dit bon bah voilà, t'as ton bac, mais maintenant trouve-toi un boulot, quoi. Alors on a trouvé un dans un au rayon textile d'une grande surface, et elle y est encore aujourd'hui. Et je me souviens d'une phrase qu'elle me disait quand j'étais petit, elle me disait surtout, ne fais pas comme moi, continue tes études, trouve-toi un boulot qui te plaît, réussis ta vie professionnellement et surtout va pas à reculons tous les jours comme moi au boulot en attendant la retraite. Ça, c'est le genre de phrase qui reste dans une éducation. Mon père, lui, c'était différent. Je pense que j'aurais fait quoi que ce soit, il aurait été content. Après, je voyais quand même bien dans ses yeux une petite lumière là, qui s'allumait quand je lui ramenais des bonnes notes. Et du coup, j'ai eu envie de continuer un petit peu dans cette voie-là. J'avais envie de leur faire plaisir à mes parents. Je voulais les rendre fiers de moi. Et si c'était en réussissant mes études, j'allais y aller à fond. Vraiment. Le truc, c'est que pour réussir dans les études ou à l'école, c'est qu'il n'y a que 2 moyens. Soit on étudie, évidemment, soit on triche. Et moi, je pense qu'à l'époque, j'étais plus feignant que doué à l'école. Donc j'ai commencé à tricher. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Le truc, c'est qu'avec la triche, finalement, c'est pas un truc de feignant. Ça demande une énergie folle pour pas se faire choper, trouver des inventions.
Finalement, peut-être autant d'énergie que si j'avais étudié, quoi. Mais c'était quand même bien plus marrant de tricher. Et donc, j'ai essayé d'élaborer, quand j'étais gamin, voilà, il fallait que j'ai des bonnes notes, je vais tricher. Tout le temps. Presque. Et donc, j'avais plein de petites méthodes. J'avais, vous vous souvenez, les stylos plumes avec les grandes cartouches. Moi, j'écrivais mon cours sur un petit papier de la largeur de la cartouche. Et puis, je l'enroulais autour de la cartouche dans le stylo plume. Puis comme ça, pendant le contrôle, il suffisait que je fasse croire que je change ma cartouche, et puis hop, j'avais tout mon cours dessus, quoi. J'avais aussi cet accessoire-là. Ça, c'est le stylo des tricheurs. Je vous le dis parce que peut-être qu'il y en a, alors il y en a peut-être pas qui passent le bac là, mais qui ont des enfants qui réussissent pas à l'école, ça, vous prenez des notes, ça va servir. Il y avait ce stylo-là. Regardez. Vous avez vu la place qu'il y a là-dessus, quoi? On peut en mettre du cours. Hein. Puis hop, le prof arrive. Ni vu ni connu. Donc j'avais développé plein de trucs comme ça. Je mettais, j'étais à ma table, j'en avais dans ma trousse, j'en avais sur ma gomme. J'essayais vraiment d'en faire le plus possible. On me demandait même parfois d'en faire pour certains de mes camarades qui voulaient tricher. Et donc petit à petit, j'ai cheminé comme ça, le long de mes études, en réussissant, ça marchait, jusqu'au bac. Sauf qu'après, il faut l'orientation. Qu'est-ce que je fais après le bac? Alors j'ai testé, j'avais rien envie de faire de particulier, mais j'ai testé auprès de mes parents, voir ce qui pourrait leur faire plaisir, et les rendre fiers. Au début, j'avais dit vétérinaire. Ah ça marche, vétérinaire. Là, ils étaient super contents. Le problème, c'est que j'aimais pas les animaux plus que ça. Je me suis dit, je vais peut-être pas tenter quand même. Du coup, j'ai dérivé un tout petit peu, puis je me suis dit médecine. Tiens, je vais tester médecine. Ah ouais, là ça marchait. Médecine, là, quand mon père disait à ses frères ou à ses amis, mon fils, il va faire fac de médecine. Là, je sentais qu'il y avait de la fierté, quoi. Je me dis, tiens, c'est là que je vais me diriger, quoi. Et je me suis quand même posé depuis la question de savoir comment ça se fait que cette profession-là ou cette voie-là, de la santé, de la médecine, pouvait autant rendre fiers mes parents. Et pas que mes parents, enfin, je veux dire, il y a une espèce d'aura de la profession de santé dans notre société, quoi. Il y a une importance. Et j'ai essayé de me questionner par rapport à ça. Et il s'avère que les médecins sont aujourd'hui les valeureux combattants de la maladie et de la mort. Hein, et ils possèdent un savoir immense concernant notre santé. La santé qui est le sujet de toutes les conversations. Je veux dire, c'est le sujet préféré des personnes âgées, par exemple, après la météo. Et entre nous tous, quand on se croise, quand on se parle, on se demande, on se renseigne sur la santé des gens avant de commencer. On se demande comment ça va. On se renseigne, quoi, vraiment sur la santé avant d'engager une conversation. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Alors je pense qu'il doit y en avoir qui sont au courant, mais est-ce que vous savez pourquoi on emploie le verbe aller pour se renseigner sur la santé de quelqu'un? Comment ça va? Mais ça va où? Il y en a qui le savent, je suppose. En fait, c'est exactement. Au Moyen-Âge, c'était le moyen du médecin pour se renseigner sur la santé de ses patients, de savoir comment il allait à la selle. Et on a gardé ça. On a gardé. Alors, heureusement, on ne demande plus comment on va à la selle. On s'est arrêté à comment ça va. C'est un peu moins intrusif. Et donc on se renseigne sur la santé. D'ailleurs, même les Anglais le font, se renseignent de la même manière. Ils disent « How do you do ?» Comment le fais-tu, littéralement. Donc, voilà, c'est un sujet qu'on évoque toute la journée, tout le temps, et les médecins sont justement les combattants de la maladie et de la mort. Ils préservent notre santé, et c'est certainement pour ça qu'ils ont cette aura-là dans notre société. Ils font aussi qu'on vit de plus en plus vieux. L'augmentation de l'espérance de vie, c'est grâce au progrès de la médecine. On vit de plus en plus vieux grâce à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut travailler plus longtemps. C'est une logique implacable. Ne sifflez pas tout de suite. Hein.
Et donc voilà, moi je me suis dit, enfin non, parce que ouais, il y a aussi quelque chose, c'est que quand moi j'ai un souvenir assez fort de la relation entre ma grand-mère et son médecin. C'était vraiment très fort. Elle y allait une fois par semaine et elle se confiait aussi à son médecin. Elle parlait de ses problèmes. Enfin, il y avait vraiment, on sentait quand ma grand-mère évoquait son médecin qu'il y avait un profond respect, quoi. D'ailleurs, moi j'avais assisté à ça. Il y avait le fameux rituel, le rituel de l'attention. Ça me faisait rigoler parce que elle allait chez son médecin pour se faire prendre l'attention. Et c'était en fonction des chiffres que son médecin pouvait lui donner qu'elle savait si elle allait bien ou pas. Si lui annonçait une bonne tension, bah finalement ça allait bien. Si la tension était un peu basse, elle était un peu morose pendant une semaine. Et donc voilà, ce profond respect que ma grand-mère pouvait avoir envers son médecin, je pense que c'est aussi ça qui m'a motivé à aller dans cette voie-là. Faut que je sois honnête, avec vous, surtout que le médecin de ma grand-mère, il roulait en Ferrari. Et je pense que c'est peut-être plus ça qui m'a motivé à ce moment. Donc je suis rentré à la fac de médecine. Là, à la fac de médecine, j'ai un peu déchanté, parce que le programme est tellement lourd que trop difficile de tricher. J'ai même revu un peu mes ambitions, entre guillemets, à la baisse, et je me suis dit, oh là, médecine trop loin, je vais faire kiné. Kiné, ça a l'air sympa, c'est moins long après, donc je vais faire ça. J'ai pris une claque la première année, j'ai pas eu mon concours, et en médecine, le concours, on a le droit de le passer que 2 fois. Donc je me suis dit, je vais tout donner sur la deuxième année, sur le deuxième coup, je vais essayer de bosser un petit peu, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Et donc je me suis mis à travailler, quoi. Heureusement, j'ai été aidé par un de mes amis, le seul que j'avais en fac de médecine sur 1200 étudiants. Lui, il faisait partie d'une petite école, une école privée à côté de la fac de médecine. Une école privée qu'on peut se permettre, si on peut se permettre de se la payer, qui va aider vraiment l'étudiant à avoir son concours. C'était 15 000 francs à l'époque et moi, mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir ça. Donc heureusement, lui, il était là pour m'aider. Il faut savoir qu'il y avait un sacré bourrage de crâne dans cette école-là. Surtout, n'aidez pas les autres, ceux qui n'ont pas les moyens, vous les aidez pas. De toute façon, c'est un concours, il faut être meilleur que son voisin, il faut être meilleur que son copain. Heureusement qu'il était là heureusement qu'il m'a filé un coup de main. Et donc je passe mon concours, ça marche plutôt pas mal, enfin j'avais l'impression en tout cas. Le problème c'est que le jour des résultats, le jour où ils affichent justement les résultats, moi j'étais pas là, j'avais un job d'été, pas dans la même ville, donc j'étais un peu frustré, mais bon. J'avais dit à mon copain, écoute, toi tu y vas, tu regardes évidemment tes notes, puis tu regardes les miennes et tu m'appelles dès que tu sais pour me dire si c'est bon ou pas, quoi. C'était la dernière chance, j'avais pas... il aurait fallu que je change de voie si je l'avais pas eu à ce moment-là. Et donc moi j'avais un boulot de manutentionnaire dans une grosse entreprise, le boulot chiant, là je travaillais pas ce jour-là, j'avais les yeux rivés sur mon téléphone, j'attendais qu'il m'appelle, et puis à un moment donné, le matin, puis il me téléphone. Je dis allô, il dit ouais, écoute, je suis devant les résultats, ouais c'est bon, tu vas avoir kiné, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Je raccroche, j'en parle à mes collègues au début qui attendaient même aussi avec moi, ils avaient une espèce de petite empathie pour ce que je vivais, donc ils ont été super contents pour moi quand je leur ai annoncé. Et puis je préviens mes parents évidemment. Donc là la grosse joie au téléphone, mon père qui me dit on va fêter ça ce soir. Et donc le soir même, dans le jardin, il faisait beau, je me souviens, dans le jardin, gros barbecue, mon père avait invité ses frangins, les voisins, enfin c'était vraiment la grosse fête en mon honneur, quoi. Donc ça c'était un super moment, et puis dans la soirée, je reçois un coup de téléphone, je m'écarte un petit peu de la fête, et puis c'était mon pote justement. Je dis ouais, comment ça va? Et il me dit pas génial. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit il y a un petit souci. On les aime jamais, les conversations qui commencent par il y a un petit souci. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit en fait, je sais pas ce que j'ai foutu dans mes calculs, mais c'est pas sûr du tout que tu es kiné. Ah ouais, vraiment pas sûr? Non, c'est pas sûr.
Et là, je regarde la fête. Et là, je vois mon père qui rouvre une bouteille de champagne. C'était vraiment... Et là, le sol s'effondre, quoi. Je sais plus ce que je lui dis à mon pote, je me rapproche, enfin, Et puis je retourne vers la fête. Et là, j'ai mon oncle qui me prend par l'épaule, qui me dit « Ah, je suis fier de toi, ah, t'es le seul qui a réussi dans la famille. Merci, merci, merci. » 3 jours. J'ai passé 3 jours à accepter les félicitations pour quelque chose dont j'étais pas sûr. C'est long, 3 jours. C'est long, 3 jours. 3 jours, c'est le temps qu'il fallait attendre pour arriver à ce qu'on appelle la cérémonie des choix. Truc très protocolaire de la fac de médecine pour justement, en fonction de sa place au concours, choisir son orientation. Les orientations, quand on est à la fac de médecine, en tout cas dans celle que j'étais, elles étaient diverses. Donc il y avait des places en médecine à prendre. Il y en avait 100, je me souviens. Il y avait des places en kiné, il y en avait 25. Non, il y en avait 23, pardon. 23. Il y avait des places en dentiste, c'était 8. Et puis il y avait des places pour faire sage-femme. 25. Et moi, j'avais fait mes petits calculs, donc en m'asseyant là, pour avoir, en fonction de mon classement, pour avoir ma place en kiné, parmi les 23, il fallait qu'il y ait des gens qui décident, s'ils avaient plus médecine ou dentaire, de redoubler, donc de ne pas prendre une autre place. On appelait ça des désistements. Et moi, je ne sais plus combien il m'en fallait, mais j'avais calculé, je m'étais dit, il faut qu'il y ait tant de désistements, tant de trucs pour que je puisse avoir ma place en kiné. Et donc on est tous assis là, le doyen arrive, prend la liste des résultats du concours, il appelle le premier, quoi, le major du concours, et puis il dit qu'il l'appelle Monsieur Caillard. Par exemple, donc tout le monde applaudit, c'est quand même le major, venez, Monsieur Caillard, s'il vous plaît. Donc il le fait venir, il lui serre la main, bien évidemment, avec respect. Puis là, il lui demande qu'est-ce que vous voulez faire. Médecine. Médecine, bravo. Super. Vous pouvez retourner à votre place. Voilà. Donc, ouais, vaut mieux que le premier dise médecine, hein, sinon le doyen il fait la gueule. Et donc, il y a les fameuses petites barres qui s'enchaînent comme ça, petit à petit. Vous savez, c'est ces fameux carrés là, qui veulent dire il y a 5 places en moins pour toi. Et ça s'est rempli comme ça, petit à petit, sur les différentes orientations. Moi, il n'y avait que celle-ci qui m'intéressait. Hein. Il y avait 23 places, il m'en fallait une, quoi, hein, simplement. Hein. Et ça se déroule. Moi, j'ai mes calculs. Et puis finalement, en médecine s'en va, tout part, et puis, hop, la kiné commence à partir. 5, 10, 15. Moi, je suis toujours là, hein. Je suis assis, j'ai mes petits papiers, mes petits calculs. J'attends qu'une chose, c'est qu'il m'appelle, quoi. Il continue, il a la liste. 20. Moi, je suis toujours là. Hein. Dans la liste. 21. Non, toujours pas moi. Dans la liste. 22. Ah là, j'en peux plus, je ne sais plus à combien il faut de désistement. Je suis juste là, appelle-moi. Et là, Jérémy Muccio. Oh putain. Ah, je descends. Non, plus personne n'applaudit, il n'y a plus personne de toute façon. Je ne sais même pas si je lui ai serré la main, je me souviens plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Kiné. Et là, la 23e barre. Putain, j'étais la 23e barre. Ah, j'ai jamais été aussi content d'être une barre, sérieux. Et donc là, cette joie contenue finalement, qui était sublimée parce que finalement ça marchait, je prends mon téléphone, je vais appeler mes parents, quoi. Ah bah non, ils sont déjà au courant. Donc j'ai gardé ça pour moi. Et donc voilà comment j'ai réussi à rentrer en école de kiné. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment pour exprimer la violence que peut avoir ce concours et les traces que ça peut laisser. Enfin, je pense que tous ceux qui sont passés par cette fac de médecine s'en souviennent,
qu'ils aient réussi ou pas, ça laisse vraiment des traces. Et donc je suis rentré en école de kiné, une école de kiné publique à Poitiers. C'était à Poitiers. Il faut savoir que j'ai eu de la chance d'être à Poitiers, de vouloir faire kiné, parce que c'était le moyen public, donc gratuit, de faire kiné, quoi. Et il y en a très peu des moyens comme ça en France. Il y a une école comme ça à Poitiers, il y a une école à Nice. Si j'avais été dans une autre ville, comme Nantes, là où je vis actuellement, j'aurais pas pu faire kiné. Parce qu'une école de kiné privée, c'est 75% des écoles de kiné, elles sont toutes privées, mes parents n'auraient pas pu me l'offrir. Donc il y avait déjà là, finalement, j'ai eu cette chance, quoi. Je suis le dernier pris dans une école publique et j'allais pouvoir, justement, exercer cette profession-là. J'étais super heureux. J'ai passé 3 années géniales de kiné, j'ai triché comme il fallait, et puis j'ai eu mon diplôme à la fin. Sauf que là, finalement, je me suis retrouvé un peu tout seul. Ça y est, mes parents, ils étaient fiers. J'étais d'ailleurs fier comme je souhaitais le faire. Donc, je fais quoi, moi, après, avec ça? Parce que je vais avoir des gens, finalement, en face de moi. J'ai jamais eu de vocation, comme on peut dire, de soigner les gens. Je dis, moi, j'ai juste fait ça pour faire plaisir à mes parents. Donc, je me suis retrouvé dans ce monde, dans ce milieu-là, là, de la santé, à me dire, bon, allez, on y va, quoi. Et j'ai passé ma première année à tester un petit peu différentes voies que ma profession pouvait m'offrir. En fait, comme je vous disais au départ, j'ai fait le choix d'être en libéral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix. On peut être kiné dans un cabinet, kiné à l'hôpital, donc salarié, fonction publique, kiné dans un centre de rééducation, kiné en clinique. Enfin, je me suis dit, allez, je me laisse 1 an, je vais tout tester. Et puis à la fin, je prendrai des décisions. Et donc j'ai testé. J'ai commencé par bosser à l'hôpital. Je vais commencer par bosser à l'hôpital, donc je vais être kiné salarié. Alors, un kiné à l'hôpital, il a une blouse. Et j'ai été affecté au service de rhumatologie. En gros, la rhumatologie, c'est ce qui concerne les articulations et beaucoup les articulations du dos, la colonne vertébrale, et beaucoup les personnes âgées. Et moi, en fait, mon rôle à moi, c'était de mobiliser activement les membres inférieurs des patients, ceux en fonction de leurs possibilités sur un périmètre de marche prédéfini. En gros, je faisais marcher des personnes âgées dans les cours. Donc j'allais dans la chambre. Bonjour madame, allez, on se met debout. Hop, ça va, la tête tourne pas? Non? Allez, on est parti. Non, je vous le refais. Allez, on est parti. Salut. Ça va? Ouais. Allez, on s'assoit. Ah, on a fait mieux que la dernière fois, c'est vachement bien. Dans le service, on nous appelait les marchothérapeutes. C'est vous dire la considération. Bon, j'ai fait 2 mois, j'ai pas renouvelé mon contrat. C'est pas que ça me plaisait pas, mais je me suis dit, j'ai appris mon métier, me servir de mes mains, j'ai envie de faire un peu de kinésithérapie, quoi. Donc, je vais tenter autre chose. J'ai la possibilité, je le fais. Je vais tenter le libéral. Alors quand on dit tenter le libéral, quand on vient de sortir du diplôme, ça veut dire être remplaçant, c'est-à-dire remplacer les kinés qui partent en vacances. Et remplacer les kinés qui partent en vacances, on n'a pas trop le choix sur notre façon d'exercer. Le planning est déjà fait, il suffit vraiment de prendre la suite et d'exercer comme le kiné qu'on remplace. Moi je me souviens avec un petit stress, donc j'avais été voir le kiné que je remplaçais un petit peu avant. Il montre son cabinet, il montre son agenda, et puis on commence à regarder l'agenda, et puis je voyais plein de monde sur... Et je fais, mais les 3 personnes en même temps, là, c'est... Je dis, oui, mais t'inquiète pas, elles connaissent leurs exercices. Je sers à quoi, du coup, moi? Je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit que je ferais pas non plus trop de kinésithérapie.
me souviens même d'une fois, il y avait une piscine dans ce cabinet. Je vois une dame passer dans le couloir. Je dis, ah, madame machin, vous allez en piscine? Ah, vous en sortez? Bon, bah, à demain alors. Et j'encaissais la séance. Hein. Elle avait fait son heure de kiné. Bon, on va tester autre chose. Hein. Et là, j'ai fait le must, quoi. Le mix entre la fonction publique et le libéral. La clinique privée. La clinique privée, en fait, ça prend les bons côtés. C'est-à-dire, on a les horaires de l'hôpital, hein, 9h, 16h30, en gros, je vous ai à peu près ça. Et on a autant, voire plus de patients qu'en libéral. Donc le truc, c'est qu'il faut une grande salle pour pouvoir tous les mettre dedans. Et puis, on est assis là. Puis on regarde, puis on corrige. Allez, levez un petit peu plus haut la jambe. Ouais, super. Ah, pas mal, vous avez progressé, dites donc, quand même. Ah, faites-en pas trop, hein. Reposez-vous. Voilà, ça c'était la clinique. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an, à droite à gauche, pour me faire une idée un peu du métier. Et j'en ai tiré 2 enseignements principaux. Et le premier, comme je vous l'ai dit en tout début, c'est que je ne pouvais plus tricher. Ça ne me posait pas de problème aux examens, mais à l'examination des gens, c'était fini. J'avais une personne en face de moi, il fallait que je la soigne, et là, impossible de tricher, vraiment pas. D'ailleurs, ça m'avait marqué. Enfin, je me souviens de mon premier patient en libéral, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens encore de son nom même. Et je me souviens justement, donc il est dans la salle d'attente, moi je suis à côté, je me blinde un petit peu, j'essaye d'apprendre limite un texte pour l'accueillir, quoi. Et à cette époque-là, quand je suis tout juste diplômé, on a forcément des lacunes dans certains domaines. On ne peut pas tout maîtriser, ça vient avec la pratique. Et moi j'avais la phobie des coudes. Les coudes, je sais pas, ça passait pas. Une fracture, une tendinite, un truc, les coudes, j'aimais pas ça. Et je vous le donne en 1000, j'arrive, la personne, qu'est-ce que vous avez? Une fracture de coude? Ouais, génial. Venez. J'avais pas de petit papier sur moi, j'avais rien là. Et vraiment, un peu tétanisé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui faire, quoi? Je vais lui faire un massage. Tant pis, d'une demi-heure, quoi. Au moins, je suis sûr de ne pas faire de conneries, le kiné reviendra après, il s'en occupera, enfin. Et je lui fais le massage pendant une demi-heure. Il s'en va, et je craignais son retour, quoi. J'allais le revoir, j'avais pas envie qu'il me prenne pour un charlot, et puis j'avais surtout pas envie de lui dire que j'avais été diplômé 3 semaines avant, donc je craignais un peu son retour, je vais le voir. Alors monsieur, comment ça a été après la séance? Ah, c'était génial, ça m'a détendu, du coup j'ai gagné un peu en amplitude. Alors vraiment super, quoi, le massage. Agréable surprise, finalement. D'ailleurs, si je peux faire un aparté sur le massage, c'est une pratique qui date de l'Antiquité, ça existe de tout temps. Et on sait que depuis 1 an, l'effet biologique du massage sur les cellules. Ça a été prouvé par des chercheurs canadiens qui ont fait des explorations biologiques et qui ont prouvé l'efficacité biologique du massage. En fait, je vais vous faire un petit schéma. Prenez des notes si jamais vous voulez expliquer à votre kiné que le massage c'est bien. Donc là, on a une cellule musculaire. À la surface de cette cellule musculaire, on a des mécanorécepteurs. Donc des récepteurs sensibles à la pression de la main du kiné pendant le massage. Ces mécanorécepteurs vont réveiller une protéine qui s'appelle la kinase, qui n'est pas la contraction de kiné et de nase. Donc cette protéine, en fait, est chargée de transformer le message mécanique en message biologique. Et il va aller jusque dans le noyau de la cellule, au niveau de l'ADN, et cette kinase va activer 9 gènes, dont un qui s'appelle la nucléoporine 88, qui elle est responsable de la production de molécules anti-inflammatoires. En gros, ça veut dire que le massage est aussi efficace que des anti-inflammatoires qu'on a.
Mais ça, on l'a su que maintenant. Hein. Ça, en Orient, ça fait longtemps qu'ils massent, ça marche, ils ne se posent pas la question de prouver pourquoi ça marche. Nous, bon, ça y est, on l'a prouvé depuis l'année dernière, le massage c'est efficace. Et depuis, tout le monde me demande de masser. D'ailleurs, ma femme, souvent, on lui dit « Ah, t'as de la chance, t'es avec un kiné, tu vas avoir des massages. » Ouais, au début, ouais. Maintenant, à Noël, c'est son anniversaire. Donc non, le massage c'est bien. Et deux enseignements. Donc en fait, le premier c'est pas que je passais pas ma femme, c'est vraiment que je pouvais plus tricher. Et le deuxième enseignement, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut se faire comme argent dans ce milieu-là? Ah ouais, moi j'avais eu des jobs d'été, j'avais jamais gagné autant d'argent, quoi. En fait, le système je dirais, de rétribution des professionnels de santé, ou des kinés, en tout cas, ça fonctionne grâce à un système qu'on appelle la sécurité sociale, que vous connaissez tous. En gros, pour expliquer vite fait comment ça marche dans mon cabinet, les gens viennent avec des prescriptions médicales, on les soigne, ils font une avance, donc ils nous payent directement et ils sont remboursés à 60% par la sécurité sociale, par l'assurance maladie, et 40% par leur mutuelle, s'ils en ont. Et donc, c'est cet argent-là que si on cumule, si on voit plein de patients, on peut se faire beaucoup d'argent. C'est pratique. Et ce système-là de sécurité sociale, je dirais, on a trop tendance à penser qu'il existera toujours, qu'il a toujours été. C'est un système solidaire assez récent finalement. On a fêté, il n'y a pas si longtemps, les 70 ans seulement de la création de ce système de sécurité sociale, qui avait été mis en place par le Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le système d'assurance maladie, avec les retraites, avec la représentativité syndicale, la nationalisation des grandes entreprises, enfin tout ce qui avait été créé, tout ce qui a été créé par le Conseil national de résistance n'a que 70 ans, et l'assurance maladie et la sécurité sociale aussi. L'OMS avait qualifié notre système de santé en 2000 de meilleur système de santé au monde, quand même, parce qu'il couvrait la plus large population, vraiment. Et on a tendance à l'oublier, ce genre de choses. Tout comme le nom de celui qui a mis en place la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie. Il y en a qui savent le nom de celui qui a mis en place la sécurité sociale. Ambroise Croizat, voilà, par exemple, qui a mis ça en place, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité sociale, qui avait vraiment pour but de pallier à tous les risques de la vie, en fait. C'était vraiment une assurance complète de tous, qui allait être, on allait pouvoir cotiser en fonction de ses moyens et soigner en fonction de ses besoins, enfin un système très solidaire. Le 1er mai 1944, quand ils ont rédigé leur programme de résistance, le CNR, et leur programme, économique et social pour l'après-guerre, ils avaient cette idée de solidarité, de réduire les inégalités, parce qu'ils sentaient bien que finalement, l'entre-deux-guerres, la crise de 29, tout ça, c'était des choses qui avaient pu amener cette haine qui a causé un peu par la suite, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la Deuxième Guerre mondiale. Donc il nous fallait un système très solidaire après la guerre. Et a été créée donc la sécurité sociale. Alors, après, petit à petit, on a commencé à diviser les branches de la sécurité sociale. C'était plus un tout. On a eu la branche maladie, la branche retraite, la branche famille. Et ce système marchait très bien parce que aussi on avait, tout le monde cotisait, tout le monde travaillait à cette époque-là, les 30 Glorieuses, tout ça. Donc c'est un système qui fonctionnait, tout le monde était content, tout le monde était soigné. Enfin, tout le monde était content. Au départ, les médecins, ils n'étaient pas super d'accord avec ça. Ça les obligeait à se conventionner, quoi. Donc à appliquer des tarifs que l'assurance maladie pouvait se permettre de rembourser.
Donc dès le départ, eux, ils ont créé ce qu'on appelait à l'époque les dépassements permanents, qui a été, qui a changé, enfin, qui s'est fait appeler les dépassements d'honoraires en 1980. Les dépassements d'honoraires, donc avec les secteurs 1, 2 et 3, c'est-à-dire qu'un médecin qui va être en secteur 1 va être conventionné, un médecin en secteur 2 peut se déconventionner, donc appliquer un tarif qu'il estime être plus juste en fonction de son savoir et de sa pratique. Donc, après, ça doit être annoncé quand même aux gens avec tact et mesure. Hein. C'est comme ça que c'est indiqué. Et ça peut prendre des proportions énormes, les dépassements d'honoraires hein, aujourd'hui. Hein. Je prends par exemple une opération de hernie discale, donc dans le dos, le tarif Sécu c'est 285 €, et une opération d'hernie discale ça peut aller jusqu'à 1400 €. Donc à la charge, le reste étant à la charge de la personne. J'ai deux autres exemples. Il y a l'ablation de la prostate, qui le tarif Sécu c'est qui est soit 777 € et qui peut aller jusqu'à 2500 €. Et la prothèse de hanche qui peut aller de 500 € à 5000 €. Donc tout ça pour permettre de choisir son médecin déjà, et puis d'être opéré plus vite. Donc si plus on a d'argent, plus vite on peut être opéré, quoi. Donc, système déjà à deux vitesses qui existe depuis déjà un petit moment. Et vers lequel finalement on a l'impression qu'on s'engouffre. Hein. Donc heureusement, tous nos gouvernements successifs s'engagent en tout cas à sauver ce système, hein. Ils le disent bien, hein. Ils veulent le sauver, ce système solidaire. Donc, en fait, ils veulent le sauver du fameux trou de la Sécu, quoi. Trou de la Sécu, qui est finalement des dépenses qui sont bien trop fortes par rapport aux rentrées d'argent des cotisations, quoi. Donc, il faut sauver ce système, il faut qu'on soit tous solidaires entre nous, et donc comprendre le fait que petit à petit, les prestations seront de moins en moins remboursées par la Sécu et de plus en plus par les mutuelles. Bon, il faut savoir que dans les années 80, la Sécu remboursait en moyenne 80% des prestations. Aujourd'hui, on est plus autour de 55%. Mais il faut le sauver, ce système, hein. C'est important, donc il faut encore accepter quelques sacrifices, certainement. Enfin, ça m'a fait bizarre, quand même. Ça m'a fait bizarre. Travaillant là-dedans, le côté du accepter quand même, c'est pour sauver le système. Et puis il faut aller à la chasse aux fraudeurs. Les fraudeurs, il y en a plein, c'est eux qui creusent le trou de la Sécu. Il y avait une espèce il y a quelques années, une chasse aux fraudeurs assez folle. Il y avait des spots publicitaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, spots publicitaires où on entendait une petite voix genre diable, hey, t'as envie de repeindre ta cuisine? Tu vas prendre quelques jours d'arrêt maladie. Au frais de la Sécu, c'est tout bénef. Puis là, la voix de la raison, ah non, je ne vais pas m'amuser à ça. Tout le monde est perdant. Caca, bravo. Donc, il faut aller à la chasse aux fraudeurs. En fait, moi, ça m'a un peu questionné tout ça. J'ai commencé à me renseigner, à me cultiver finalement, à lire des bouquins, à écouter les gens. Et j'ai fait le constat que, par exemple, justement, ces fameux fraudeurs ont été répertoriés par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et les fraudeurs aux indemnités journalières, donc ceux qui repeignent la cuisine aux frais de la Sécu. En gros, en 2009, ils avaient fraudé jusqu'à 5 millions d'euros quand même. C'est énorme. Bon, il s'avère que le trou de la Sécu est de 13,3 milliards d'euros. Et la branche maladie, donc celle qui nous concerne, de 5,5 milliards. Bon ouais, les fraudeurs en fait c'est 1 pour 1000. Mais a priori, selon le gouvernement, c'est eux qu'il faut traquer, hein. C'est eux qui sont responsables de la Sécu. Hein. C'est pas du tout le gel des cotisations ou des impôts. Hein. Et donc ça m'a un petit peu perturbé, ce genre de choses auxquelles j'avais finalement accès par ma profession. Et finalement, je me suis dit, tiens, mais moi qui suis un tricheur, je vais essayer de déceler les tricheries qu'il peut y avoir.
Et j'en ai vu plus d'une quand même. Par exemple, quand je vous ai dit au départ que c'était grâce au progrès de la médecine qu'on vivait plus longtemps. Et il s'avère que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est même un peu faux. Parce que l'espérance de vie a augmenté au début du XVIIIe siècle. Et ça, c'est... Je t'en avais une. Deux. On a une petite. Deux bouteilles. Bonjour, pour une seconde fois, c'est donc la troisième conférence de la Brèche. Ceux qui veulent y assister, on va vous demander de venir vous installer si vous avez envie. Et puis ceux qui veulent parler, bon, on va vous demander d'aller parler par là-bas. On vient de me demander plusieurs fois comment est-ce qu'on pouvait soutenir, parce que les conférences sont gratuites effectivement. Si vous avez envie de soutenir, vous pouvez aller donner de l'argent au bar sans forcément consommer. C'est-à-dire que les dons sont acceptés, ils serviront à organiser le festival prochain, qui est celui du 3 au 6 octobre. Le but du jeu là, c'était de vous dire qu'il y avait des conférenciers gesticulants qui sont venus à l'université d'été ici l'année dernière à la Gando, qui en ont fait une espèce de base de campagne. On va se regrouper du 3 au 6 octobre là avec tous les gesticulants, on est une cinquantaine maintenant. Donc ils sont tous invités. Je ne sais pas si tout le monde va être là, mais ils sont tous invités. On sera donc agréablement... on sera heureux si vous nous faites des dons qui vont nous permettre d'organiser ça, de faire les défraiements des billets, des gesticulants qui viendront et tout ça. Les conférences gesticulées, je vous explique plus ce que c'est, parce que presque tout le monde sait maintenant. Et maintenant, c'est Jérémy qui nous parle de la santé. À plus tard. Et que les autres, eux, la voient, c'est l'aliénation mentale. Vous êtes fous. Si vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est et que les autres ne la voient pas non plus, c'est l'aliénation culturelle. Vous êtes dans une secte. Et, le dernier, c'est si vous avez l'impression, en tout cas, de voir la réalité telle qu'elle est et que les autres ne la voient pas, c'est l'aliénation sociale. Et moi, j'ai eu vraiment ce sentiment-là, à un moment donné. Et selon François Sigaud, il y a deux manières vraiment de combattre l'aliénation sociale. Soit on déprime, soit on se bat. Et moi, j'ai décidé de me battre, en tout cas pour le moment. J'ai décidé de me battre, et donc de bien choisir le mode de fonctionnement que j'allais pouvoir pratiquer, je dirais, dans ma profession. Tout d'abord, j'ai décidé que je ne serais pas un bon kiné, d'emblée. Un bon kiné, c'est un kiné qui a plein de patients, qui a sa salle d'attente, elle est remplie, il a une belle voiture, ça, j'avais pas envie de tout ça. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que c'est un bon kiné. On va prendre un exemple. Il va me falloir 3 patients. Qui a mal au dos? Vous avez plus la marche. Un patient. Tenez, vous allez vous asseoir. On va dire que la salle d'attente, c'est ici. Qui se prête au petit jeu? Ça fait pas mal. 2. Allez-y, asseyez-vous. Et un 3e. Parfait. Voilà. Ouais, je vais faire qu'avec 3, mais ça peut fonctionner avec 7 ou 8. Hein. Donc, dans la salle d'attente d'un bon kiné, donc là, voilà, il y a des bons journaux, Gala, Voici, de la bonne musique, Chérie FM. Et donc, le kiné arrive. Hop, bonjour monsieur. Bonjour, tenez, venez avec moi. Vous allez dans le box 3. Donc, des box, hein, comme pour les chevaux. Voilà. Donc, c'était vos problèmes d'épaule, hein, c'est ça? Voilà. Donc, vous allez faire ce geste-là. Vous faites des petites pauses pendant une demi-heure et je reviens. Bonjour madame. Venez. Vous, c'était votre cheville, hein, c'est ça? Hein, ouais, voilà. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur un pied. Voilà.
Et puis, vous restez pendant une demi-heure. Bonjour madame. Tenez, venez, asseyez-vous. Voilà, c'est vos cervicales, hein, c'est ça? Allez-y, asseyez-vous. Continuez, hein, je vous regarde. Donc, il y a un petit massage de 30 secondes. Hein. Ça va? On peut même améliorer, un bon kiné, il pourrait même faire autrement. Tenez, vous allez venir ici. Vous avez déjà fait un massage? Voilà, bah, parfait. Donc vous allez vous venir sur un bras. Voilà, sur une jambe, pardon. Et puis vous allez masser. Puis tenez-vous, monsieur. Alors, j'ai vu qu'il y avait un ballon qui traînait là tout à l'heure. Il n'est plus là. Tenez, vous allez vous mettre là. Puis pour vos épaules, j'ai mon assistant qui est parti chercher l'accessoire. Vous êtes bien sur un pied, hein, très bien. Ne pas entamer des conversations trop longues, ça sert à rien, de toute façon, on n'écoute pas. Hop, tenez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer le ballon à la dame, qui va vous le renvoyer, ça va faire travailler votre épaule. Là, on peut feuilleter le journal. Donc ça, on peut le faire à plus, hein. Là, j'ai fait 3. Ça va? C'est bon. Je pense que vous êtes bien soigné maintenant. Merci. Merci beaucoup. Donc je m'étais dit, ça, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais quand même ouvrir mon cabinet. Et je vais prendre le ballon. Tiens. Ah, merci. Je vais essayer de ne pas faire pleurer les enfants non plus. Et donc j'ai ouvert mon cabinet en me disant, ben voilà, je vais fonctionner comme je le souhaite. Donc, je vais prendre du temps avec les gens. Et puis je vais faire, finalement, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, en tout cas à l'époque, je vais faire de l'éducation populaire. Parce que j'estimais que les gens se désappropriaient trop leur corps. Ils venaient un peu chez moi comme chez le garagiste, en gros, quoi. Ils avaient mal au bras, bah allez-y. Limite, s'ils pouvaient me le donner, partir faire une course et puis revenir, ils l'auraient fait, quoi. Et ça, je trouvais que c'était pas bien, parce que finalement, se désapproprier son corps, c'est... ça permet pas de bien être conscient du mal qu'on a et de prévenir justement l'arrivée de douleurs. Donc j'avais installé un tableau Velleda, que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai installé un tableau Velleda et puis je me suis dit, pendant que je les soigne, je vais leur expliquer aussi ce qu'ils ont pour qu'ils comprennent et pour qu'ils puissent justement éviter que des douleurs reviennent. Et donc, c'est ce qui s'appelle finalement de l'éducation populaire. J'en faisais sans le savoir. Par exemple, j'expliquais aux gens un peu pourquoi ils ont mal au dos. 60% des gens que je vois ont mal au dos. Et je dirais 60% des gens qui ont mal au dos le sont parce qu'ils sont très raides. Donc je me suis dit, je vais parler des étirements. Les étirements, c'est super important. C'est super chiant à faire, on doit bien l'avouer, mais c'est super important. En fait, si on prend... Là, c'est quelqu'un vu de profil. Donc il a des courbes naturelles, je dirais, du dos. Et il est soumis par ses chaînes musculaires. Donc il a plein de muscles devant, il a plein de muscles derrière. Et en fonction des tensions de ces chaînes musculaires, surtout des membres inférieurs, donc des jambes, ça va bloquer un peu le bassin. Et ça va l'amener soit en arrière, soit trop en avant. Et du coup, derrière, c'est le dos qui traque. Parce que si le bassin est bloqué, le dos essaie de compenser et forcément ça peut induire des douleurs. Je suis très rapide là-dessus, c'est plus compliqué que ça, mais en gros j'expliquais un petit peu aux gens que plus ils étaient souples, plus il y avait une sorte d'équilibre, de souplesse des membres inférieurs, mieux ils allaient se porter. Et que donc il fallait que chez eux, en préventif, ils s'astreignent un petit peu à s'étirer. D'ailleurs, un étirement, ça vous servira peut-être, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les étirements. Souvent, on me demande, mais combien de temps il faut faire un étirement? Comment je le fais? En fait, pour un bon étirement, faut pas regarder la montre. Il faut vraiment le faire, il faut vraiment prendre du temps, déjà. Ne pas le faire forcément après un effort, après une course ou quoi que ce soit.
C'est-à-dire que si on décide d'aller assouplir, donc rendre un peu plus souple le muscle, l'allonger, il faut faire ça comme du sport, finalement. Prendre une demi-heure, et puis prendre son temps et vraiment fonctionner sur la sensation. Parce que là, je suis très raide. Si je veux étirer, les ischios qui sont derrière la cuisse, c'est souvent très raides chez les gens. Et c'est souvent eux qui sont responsables de maux de dos. Pas que j'y aille à fond à étirer, parce qu'un étirement, ça peut faire mal. Et puis si on reste à fond en se disant « Ah, je tiens 3 minutes et puis après j'arrête », ça sert à rien, c'est même plus nocif, parce que le muscle va ressentir ça comme une agression. Et du coup, il va se crisper plus que se détendre, l'effet qu'on souhaite. Donc pour un bon étirement, peu importe, je dirais, le muscle qu'on souhaite étirer, ça marche toujours de la même manière. Il faut se mettre dans une position d'étirement vraiment très douce, c'est-à-dire on sent que ça tire, ouais, on pourrait y rester des heures, sans problème. Et bien petit à petit, au bout d'1 à 2 minutes, si on n'a pas été trop loin, on ne sent plus rien. C'est déjà un bon début d'étirement. C'est déjà bien. Soit vous arrêtez là et vous avez fait un petit peu d'étirement, mais d'étirement efficace, soit vous avez un peu de temps et puis vous en rajoutez une petite couche, vous rebasculez un petit peu vers l'avant, ça retire un petit peu doucement derrière, et puis on attend que ça passe. Donc j'expliquais ça aux gens. J'essayais justement, en me disant, ils vont prendre ça, enfin ils vont comprendre, et du coup ils vont appliquer ça chez eux, et puis ils viendront moins me voir, parce que finalement, mon rôle, c'est pas qu'ils soient là tous les 6 mois, quoi. Donc j'ai fait ça, et puis finalement, j'ai pris mon temps avec eux, donc j'ai pu discuter. Ce que je faisais pas quand j'étais remplaçant, hein. Là, avec un bon kiné, on n'a pas le temps de discuter. Et là, j'ai pris de plein fouet la misère sociale des gens. Souvent responsables de la misère physique derrière. Et les mots pour lesquels ils venaient me voir, en fait. Parce que pendant une demi-heure, les gens, ils ont le temps de se confier. On rentre quand même dans un espace privé. Les gens sont sous vêtements. On est très très près d'eux. Et donc, ils ont vraiment grande facilité à se confier. Et moi, j'étais là. Et ça n'a pas été facile, hein, forcément, au départ, de prendre ça de plein fouet, cette misère. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, je pense que je le garderai toujours. C'était une dame qui était venue me voir, une dame proche de la retraite, qui avait un boulot très très compliqué, et puis qui avait ce qu'on appelle des TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques. Et qui souffrait parce qu'elle avait des cadences énormes à son travail. Et je lui disais, alors moi j'essayais de la soigner, mais je lui disais, ça m'embête d'être finalement le dernier chaînon d'un système qui va la renvoyer dans son lieu de travail, qui la refera souffrir. Ça me frustrait d'être ce chaînon, quoi. Donc j'essayais de lui dire, mais faites quelque chose, parce que si ça va mieux ici, et puis que vous retournez à votre boulot, vous reviendrez me voir dans 3 mois et rien n'aura changé. J'ai dit, mais battez-vous, faites quelque chose, montez des dossiers de maladies professionnelles pour que votre patron prenne conscience finalement du mal qu'il vous fait. Si vous lui dites rien, il va continuer. Puis elle était là, non, vous savez, je suis fatigué, je suis bientôt à l'âge de la retraite, tant pis, ça ira, non, vous inquiétez pas. Et cette personne-là, je l'ai vue pile au moment de l'augmentation de l'âge de la retraite. Pas celui de là, mais déjà avant. Et là, je l'ai revue et elle reprenait 2 ans de bagne, quoi. Elle avait vu sa retraite repousser, enfin, ça allait être compliqué pour elle. Et du coup, moi, de la voir dans cette détresse, je me suis lâché. En fait, je l'ai limite, je le regrette aujourd'hui, mais je l'ai limite engueulé. Je lui ai dit, mais allez, j'ai essayé de la secouer, bougez-vous, vous pouvez pas continuer comme ça. Là, on a l'impression que finalement, vous prenez 2 ans de bagne en plus, quoi. Non, battez-vous, faites quelque chose. Et cette dame-là, je l'ai fait pleurer, quoi. J'ai été certainement trop loin, je l'ai fait pleurer. Elle est partie, je l'ai plus jamais revue, je sais pas comment elle va. Et je l'ai regretté parce que j'étais vraiment pas dans mon rôle, en tout cas à ce moment-là. J'étais pas là pour ça. Mais de prendre sa misère, moi, ça m'a révolté.
Mais j'aurais pas dû la secouer si fort. Je regrette un petit peu. Bon, bah, aujourd'hui, je fais moins ça. Je milite plus. Je vais dans les manifs justement pour la cause des retraites. Je me dis que j'ai peut-être plus d'importance là que dans mon cabinet. C'est finalement pas mon rôle. Donc ça a été dur quand même. Je me suis dit merde, j'essaie de faire mon métier, convenablement, et puis c'est quand même difficile, c'est quand même compliqué pour moi. En plus, j'avais décidé vraiment de travailler avec mes mains. J'ai pas, comme je disais au départ, j'ai pas d'appareil. De toute façon, je me suis aperçu que les kinés qui ont des appareils, ils savent pas s'en servir. C'était une formation, on parlait justement des tendinites et des choses comme ça. Et le formateur nous évoque plein de techniques, et puis au bout d'un moment, il nous dit il y a aussi les ultrasons. Donc, je ne sais pas si des gens ont été chez le kiné et qui ont vu des ultrasons. C'est le principe d'une petite enceinte qui envoie effectivement des ultrasons qui vont justement réactiver les processus anti-inflammatoires de la cellule. Et puis, donc il nous dit voilà, il y a les ultrasons qui marchent aussi. Puis là, il y en a un qui lève la main et puis qui dit vous pouvez nous redire à quelle fréquence déjà il faut mettre les ultrasons Oui, pas de problème. Il explique que plus la fréquence est basse, plus la portée est profonde, et plus on met la fréquence haute, et puis plus la portée de l'onde est courte. Puis une autre main qui se lève. Et combien de temps on peut le laisser Il explique, et puis il leur dit à un moment donné, mais vous voulez un cours sur les ultrasons Ah oui. Donc en fait, il y avait 80% en tout cas des kinés qui étaient là pour leur formation, pas du tout pour ça en plus, qui ont un appareil d'ultrasons chez eux et qui ne savent pas s'en servir. Et du coup, qui doivent le mettre au plus bas, le moins longtemps possible, parce que si c'est mal fait, ça peut même faire mal. Donc je suppose qu'ils doivent l'utiliser un petit peu dans leur cabinet, le plus bas possible, et puis ça sert à rien, quoi. C'est complètement inefficace. Donc moi, je n'avais pas envie de tout ça, donc je m'étais dit, je vais travailler avec mes mains et prendre du temps avec les gens. Sauf qu'à prendre du temps avec les gens, je le prends sur moi, je le prends sur ma vie personnelle, je le prends sur mon quotidien, et c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus. Pour un salaire, entre guillemets, qui n'est pas non plus mirobolant, quoi. Et c'est pour ça que je me pose aujourd'hui des vraies questions sur mon avenir, en tout cas dans le milieu libéral, quoi, de la santé. D'ailleurs, pour me poser un peu politiquement sur ces questions-là, je pense que le libéral ne peut pas fonctionner avec un système solidaire comme la sécurité sociale. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas compter sur... C'est triste à dire, mais il ne faut pas compter sur les bonnes volontés des praticiens pour essayer de prendre leur temps avec les gens. Je veux dire, si on leur dit plus vous verrez de personnes, plus vous gagnerez d'argent, c'est difficile de leur dire mais essayez d'être éthique et de faire ça en toute déontologie. Donc pour moi un système aussi solidaire que la sécurité sociale ne peut pas fonctionner avec le monde libéral. On devrait tous être fonctionnaires du service public de la santé, quoi. Simplement, alors, aller dire ça à tous mes confrères, je provoque un tollé, mais je pense sincèrement que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et que petit à petit, ce système-là solidaire qu'est la sécurité sociale, on va vers son extinction. Ça sera, à mon avis, elle va être très, très, très prochaine, sous prétexte de vouloir la sauver. On va finir par justement aller vers une médecine un peu à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, où il va falloir, si on pourra être bien soigné, si on est riche, quoi, tout simplement. Et du coup, ça m'embête de voir des collègues à moi qui scient finalement la branche sur laquelle ils sont assis. Et voilà, et en fait, moi j'ai pris la décision, je pensais que j'allais pouvoir faire plier un petit peu le monde libéral à ma façon de faire, et je m'aperçois que le monde libéral est trop dur, quoi. J'y arriverai pas, et j'ai décidé d'arrêter dans 2 ans, parce que sortir du libéral c'est pas facile non plus. Et dans 2 ans, je retourne à l'hôpital. J'arrête de me battre contre des moulins à vent.
Et peut-être que je ferai de la marchothérapie, mais c'est pas grave, j'aurai plus de temps justement pour militer, pour faire ce genre de conférences, pour apprendre la guitare. Voilà, tant pis, j'arrête quoi. Le truc en plus qui confirme finalement un petit peu ce que je dis sur l'extinction de la sécurité sociale, c'est que, en tout cas de l'assurance maladie, c'est que là, on a pu voir là, cette semaine la nouvelle réforme des retraites. Donc, quand je vous disais justement que le trou de la Sécu était de 13,3 milliards, en fait, donc, la branche maladie c'est 5,5 milliards et la branche retraite c'est 5,2 milliards. L'objectif affiché de l'État, c'est d'essayer, donc c'est négatif, c'est des trous, c'est des déficits. L'objectif affiché du gouvernement, c'est de rendre ces déficits-là à l'équilibre, donc de trouver 5,2 milliards ici. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont pondu donc, cette nouvelle réforme des retraites, et il n'a pas touché encore à l'assurance maladie. Mais l'objectif, c'est de réduire aussi les 5,5 milliards, de les rendre, de réduire ce déficit-là, de le rendre à l'équilibre. Et alors a priori, peut-être que ça va changer depuis, mais c'était prévu pour 2015, ce retour à l'équilibre. Il va bientôt toucher à l'assurance maladie. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais on peut être sûr que finalement, ils vont réduire encore un peu plus les remboursements, les prestations. Et puis, le coupable est tout trouvé, quoi. Le coupable, c'est vous, c'est nous, c'est les consommateurs de santé, c'est les gens qui ont toujours besoin de médicaments, selon eux. Alors que bon, les médicaments, c'est les médecins qui vous les prescrivent. Il y a quand même plein de lobbies derrière tout ça, mais le coupable, c'est vous, c'est les fraudeurs, ceux qui finalement ne fraudent qu'à 5 millions sur 5 milliards, quoi. Et comme ça, quand on l'aura enlevé, on pourra dire, voilà, vous avez qu'à en prendre qu'à vous-même, quoi. C'est de votre faute, vous avez massacré ce système solidaire qu'on vous avait fourni. Donc je pense qu'il va falloir se battre, être attentif en tout cas à tout ce qui vont nous sortir, à faire attention aux chiffres, à débusquer les tricheurs, les tricheries, les manipulations des chiffres. Il va falloir faire attention à tout ça. Moi, je serai à l'hôpital en tout cas. Je referai des conférences gesticulées, j'essaierai de prévenir, entre guillemets, ce qui peut nous arriver. Et j'essaierai de me rendre fier, moi, ça y est, mes parents, c'est fait, ils sont fiers de moi, ils m'ont déjà dit. Et je vais essayer de me rendre un petit peu plus fier de ce que je fais, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois que j'ai fait ma conférence, c'était à Tours. J'ai reçu un texto juste avant de ma mère qui me mettait bonne chance pour ta conférence, je suis fier de toi, maman. Donc finalement, je les rends encore un petit peu fiers. Alors je suis désolé de finir sur ce message un petit peu terne. J'ai pas forcément de solution immédiate et c'est vrai que ça finit un petit peu mal. J'aurais bien... Ah, mais du coup la guitare... Ah mais si. Ah putain. Il m'en restait une, l'anti-sèche. On va essayer. Chose un peu révolutionnaire.